Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello Mina, je suis heureuse, excitée comme une puce de t'avoir au micro du journal intime du succès. Coucou ma vie, en tout cas je te remercie, moi aussi je suis super contente d'être honorée là avec toi à enregistrer cet épisode qui je suis sûre sera extraordinaire. Obligé. Je pense que, je le sais déjà avant, mesdames, que vous ayez écouté l'épisode, vous n'en pourrez plus, vous allez voir, je vous le promets, on en reparle à la fin de cet épisode. Alors, Mina, quelle est ta vision du succès? Pour toi, aujourd'hui, le succès, qu'est-ce que c'est? J'adore cette question. Pourquoi? Parce que je suis en train de changer de vision du succès. Ah, j'adore ça, j'adore. Dis-nous. Parce que aujourd'hui, je suis en train de construire cette nouvelle vision du succès que je représente comme un puzzle, un gros puzzle à 4 pièces en fait. Et la première pièce serait, et en tout cas pour moi, à quel point je suis en accord avec qui je suis, à quel point je suis en train d'embrasser mon essence profonde et qui je suis, mais en profondeur en fait. J'aime dire que, en fait, à chaque moment dans la vie, on a l'impression d'être totalement soi jusqu'à ce qu'on découvre qu'on doive effeuiller une couche supplémentaire pour aller vraiment au fond dans l'essence. Et donc, c'est comme une quête qui ne se terminera jamais, en tout cas. Donc, à quel point, je travaille pour pouvoir être cette personne à l'instant T qui est 100% elle et qui est en accord avec qui elle est, véritablement. Et pas uniquement ce qu'elle fait. Vraiment qui elle est. C'est vraiment la différence. La deuxième chose, c'est à quel point, la deuxième part du puzzle, c'est à quel point qui je suis. Euh, et donc, les actions que je mets en place par qui je suis impactent des gens et changent la vie des gens. Ça, c'est la deuxième pièce du puzzle. La troisième pièce, c'est à quel point qui je suis et ce que je fais et les gens que j'impacte me permettent de vivre dans un état d'abondance financière, d'abondance d'amour, d'abondance de rire, parce que moi j'adore rire, ça doit être fun. Vraiment cette abondance là en général dans la vie sans forcer, vraiment que ça vienne naturellement de par qui je suis et qui je suis, des actions que je mène et des actions que je mène, des personnes que j'impacte et qui génèrent cette abondance là pour à la fin dans la quatrième pièce du puzzle me permettre d'être dans un état de paix et de sérénité complet. Voilà ma vision du succès. J'adore parce que c'est vraiment un succès à 360 et on voit comment pour toi le succès est la résultante de l'harmonie entre plusieurs pièces. Et c'est extrêmement inspirant parce que quand on écoute ta vision du succès, on réalise à quel point le déséquilibre dans un des aspects peut fragiliser l'intégralité de la chaîne. J'adore et puis j'adore l'idée du puzzle parce qu'on a bien compris quand tu décris, on a bien compris que une pièce est accrochée non seulement à la pièce précédente, mais aussi à la pièce suivante et favorise la stabilité de la pièce à laquelle elle n'est pas accrochée. J'adore. Exactement, j'ai des frissons, même moi j'adore. Euh, C'est vraiment alors, intéressant vas-y. parce que en fait, je pense qu'il y a un mois, un an, 2 ans, je n'aurais pas répondu la même chose. Je, Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? On a très souvent tendance à s'accrocher à des paradigmes, à des croyances, à des visions. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, là? c'est exactement ça, parce que mon ancienne vision du succès était accrochée à tous ces paradigmes-là et puis à tout ce que j'ai manqué dans mon enfance. Je viens d'une enfance où j'ai connu la précarité sociale.
profonde. J'ai connu des violences physiques, violences verbales. J'ai, durant mon adolescence, connu des abus. Et donc, pour moi, je me suis toujours promis de, de pouvoir sortir, me créer une nouvelle réalité à travers mon travail. Je me suis toujours accrochée à l'école. L'école, c'était mon échappatoire, en fait. Et donc, je savais que si je voulais me créer une nouvelle réalité, c'était mon travail. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis accrochée, j'ai travaillé dur, j'ai mené de longues études, j'ai créé des entreprises, j'ai généré beaucoup d'argent. Et là, je pensais que je tenais cette vision du succès-là, parce que c'était une vision matérielle. Et en fait, elle était nourrie par les paradigmes. Dans le sens, il faut gagner de l'argent, il faut pouvoir voyager, il faut pouvoir ceci, il faut pouvoir cela. Et en fait, là, tu te rends compte qu'au final, tu te poses, tu te dis, est-ce que je suis véritablement en train de vivre cette vision du succès parce que je suis fatiguée, parce que je suis malade, parce que je me sens pas en paix, je me sens pas sereine, je me sens pas bien. En fait, je suis pas heureuse. En fait, je suis pas, j'ai ça, mais je suis pas heureuse. Et même si c'est pas l'aboutissement, parce que j'aurais pu me dire oui, mais c'est parce que j'ai pas assez. Et j'ai bien compris que sur cette route-là, c'est pas là. Le assez, c'est pas parce que je n'avais pas suffisamment d'argent, parce que je n'avais pas ceci, que je n'avais pas cela. C'est parce que c'était pas ma vision du succès, c'était une vision qu'on m'avait transmise. Une vision que non seulement les paradigmes m'avaient transmis, mais ces manques-là que j'avais eu dans mon enfance, je m'avais dit, eh ben, on est heureux que si on a de l'argent, en fait. Et on n'achète pas le bonheur. Alors, j'adore parce qu'en fait, je pense que ça ne fait que 10 minutes que tu parles et tu as déjà ébranlé les pensées limitantes de pas mal de celles qui nous écoutent. Je voudrais qu'on revienne pas à pas sur tout ce que tu nous as dit. Est-ce que ce que je dois comprendre de ce que tu es en train de me dire, c'est on peut être issu d'une condition modeste, d'une condition sociale modeste, avoir connu la précarité et générer beaucoup d'argent et créer sa vision du succès et même créer une vision du succès qui est au-delà du succès matériel. Est-ce que c'est ça que tu me dis? C'est exactement ce que je veux te dire, j'en frissonne. C'est exactement ça. Il y a plusieurs trucs qu'on explose dans ça. La première, c'est que tout est possible. Ça, c'est pour moi, s'il y avait une phrase à retenir de ma vie, c'est que peu importe d'où tu viens, ça ne définit pas ta destinée. Mina, sans exhibitionnisme et sans voyeurisme, parce que très souvent, lorsque l'autre entend je viens de la précarité, j'ai grandi dans des conditions modestes, la personne aura tendance à se dire non, mais moi, ce que j'ai vécu est pire. On parle de quoi? Est-ce que tu es capable de me donner des exemples précis, s'il te plaît, de ton Ouais, enfance? je suis capable de te donner plein d'exemples précis. Si on parle de précarité sociale, euh, on va parler d'une petite fille qui a été obligée, étant petite, de voler pour C'est avoir exactement à ça que je pensais, à cette publication où tu parles du pain de ta voisine. Enfin, dis-nous en plus, s'il te plaît. été obligée de voler à plusieurs reprises pour avoir à manger, en fait. C'est-à-dire que aller à l'école, ne pas aller avec de petits déjeuners, voir les autres avoir des goûters, manger et attendre le repas pour vraiment se substancer, celui de la cantine, que ma mère n'avait pas les moyens de payer. Pourquoi j'y avais accès? C'est parce qu'une grande tante de mon père y travaillait. Donc, elle s'arrangeait pour que j'aie à manger. Et c'était vraiment là où je mangeais énormément et que j'avais droit par rapport aux autres à plusieurs rations parce qu'elle connaissait ce qui se passait quelque part. Je volais pour avoir de quoi manger le matin, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir des personnes qui passaient chez ma maman ou quoi que ce soit et je fouillais dans leur sac et je voulais 1 euro, 2 euros. Pourquoi? Pour avoir pour les jours après, en fait. Euh, si on parle d'une enfance compliquée, ma mère a été maman très très jeune. Euh, et je viens d'une famille issue de 7 enfants. Elle a été maman à 14 ans. Donc, elle n'a pas eu véritablement d'enfance. Et je pense qu'elle avait beaucoup de démons contre lesquels elle luttait. Et elle ne savait pas les faire, si ce n'est que eh ben, extérioriser ça sur nous. Donc, il y avait beaucoup de violence physique. On était frappés énormément jusqu'au jour où une fois, elle m'a poursuivi avec une hache et qu'elle l'a envoyée
les haches de cuisine qu'on coupe la viande et que j'étais me cacher sous le lit et qu'elle l'a envoyé sous le lit. Ce qui m'a sauvé, c'était un sac poubelle. Euh, Lorsque je parle d'une enfance compliquée, j'étais victime d'attouchement sexuel de mon beau-père et j'en ai parlé à ma mère et elle a rien fait. Elle a rien fait. L'année d'après, j'ai été violée et j'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé parce que je me dis, la personne qui est censée vous protéger, la première personne qui est censée vous protéger ne vous avait pas protégé au préalable. Et donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'étiez peut-être pas censé être là, bon, on va vous dire c'est de votre faute, en fait. Donc, j'en ai pas parlé. Des histoires comme ça, il y en a plein. Ça, c'est 10%. Je suis désolée. It's okay. Est-ce que tu te rappelles qu'avant qu'on commence cette interview, je t'ai dit, Mina, est-ce qu'il y a des questions qu'il ne faut pas que je te pose? Tu m'as dit, non, non, pose-moi toutes les questions. Et là, on est tout en train de pleurer, on est tout au bout de nos vies. Enfin, waouh, je suis It's okay. désolée. It's Mais okay. tu sais, je t'entends quand tu dis OK et je peux pas m'empêcher de m'adresser à la toute petite Nina, en fait, et lui dire, enfin, je suis tellement désolée. Thank- Bon, alors, mais comment, comment, avec cette réalité à la maison, comment tu arrivais à te concentrer sur l'école et à t'accrocher à l'école, Mina? Je sais pas si je saurais te dire comment, mais je sais que j'ai toujours eu, je pense que de vivre dans ces situations-là nous pousse à développer des aptitudes qu'on n'aurait pas développées si on ne vivait pas dans ces situations-là. Et dès le plus jeune âge, j'ai toujours su que je devais compter, que je ne pouvais compter que sur moi-même. C'est-à-dire que mon père, j'ai pas vécu avec mon père. Mon père, pour lui, à l'époque, remplissait sa mission qui était de fournir financièrement de l'argent à ma maman pour s'occuper de nous. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que cet argent n'arrivait jamais à moi. C'est que ces courses qu'il faisait n'arrivaient jamais à moi. En fait. C'est que, donc, même, je le voyais une fois par mois quand il venait emmener les choses pour ma maman et tout ça. Et j'ai dit tout à l'heure, l'école m'a sauvée, mais il y a aussi mon papa, une phrase que mon papa me disait. Mon papa me dit, Mina, je veux pas que tu finisses comme tes sœurs parce que naturellement, on n'a pas toutes les capacités de s'en sortir. Quand on a vu que ça, on a vu vraiment cette violence, quoi que ce soit, on a tué à répéter. Et beaucoup de mes sœurs ont répété. Et en fait, il me disait ça. Et donc, même si des fois, à l'école, c'était compliqué, il y avait cette phrase-là qui tournait en boucle dans ma tête. Mon père, j'avais cette pression-là. J'avais cette pression de le rendre fier. Et mis à part de sentir dans cette précarité, il fallait que je l'honore, que je lui rende honneur à ce père qui se démenait de travailler et pouvoir amener de quoi sa pension ou ses courses ou quoi que ce soit. Pour revenir sur les courses, il amenait les courses, il amenait les goûters et il a jamais su que je les avais pas parce que ma mère les mangeait la nuit, en fait. Et, et du coup, il y a tout ça qui te permet de te dire, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je vais chercher au fond de moi. J'ai pas le choix. Il y a des fois, on développe, moi je dis, j'ai développé des aptitudes qui me permettent d'avoir des bonnes notes sans comprendre réellement de quoi on me parle. C'est-à-dire que, c'est l'histoire que je raconte, je suis restée 3 ans au lycée, à, je m'appelle en SES. Donc, presque toutes les dissertations à parler de turnover sans savoir ce que ça voulait dire. J'ai développé cette capacité. Je me rappelle, étant petite,
À 6 ans, on était deux au CP à rentrer, et je me rappelle, elle s'appelait Séverine, et moi, ne pas avoir de cahier et de livres, en fait. Et on devait faire avec. On devait, j'ai passé des années scolaires des fois à ne pas avoir des livres et à trouver les solutions pour rendre le devoir que je n'avais pas. Je n'avais pas le choix. Je ne sais même pas d'où cette force-là sortait, en fait. Donc, jusqu'à, même, l'autre exemple, jusqu'à arriver au collège, je ne savais pas c'était quoi un adjectif, un adjectif. J'ai toujours utilisé faire semblant, en fait. Et donc, je pense que cette aptitude-là, je pense qu'en dehors de tout ce que je vivais, j'ai quand même, dès le départ, eu quelque chose intellectuellement qui me permettait de d'y arriver avec plus de facilité que les autres, même en ne comprenant pas tout. Bah, Je c'est pense que, vraiment... je pense que le reste est tellement compliqué qu'au moins il y avait ce truc-là qui me permettait de réussir, même si j'ai pas tout compris, mais d'avoir des bonnes notes, en fait. Parce que j'étais toujours en général dans les premiers de la classe. C'est impressionnant, inspirant, et puis en t'écoutant, ça... bah, t'écouter déclenche des torrents d'humilité parce que enfin, je t'écoute et je me dis, ah, il y a des enfants qui n'avaient pas de cahier, mais je me serais jamais même dit ça, en fait. Et, et en t'écoutant, je me rends compte à quel point on considère comme normal quelque chose qui est de l'ordre du privilège. Quand tu as toujours eu un cahier, tu considères que c'est normal. Et quand tu te rends compte que d'autres ont dû faire sans, tu te rends compte du privilège immense avec lequel tu pars. Là encore, tu fais tomber plein de barrières et de croyances parce qu'on a souvent cette croyance du je suis pas favorisé ou j'ai pas eu plus de chance que l'autre, mais on n'a pas tous les mêmes chances au départ en fait, en vrai. C'est Mm. que non seulement le cahier tu l'avais pas, mais tu avais pas non plus les bras dans lesquels pleurer pour dire j'ai pas le cahier. C'est enfin, je suis déstabilisée. Je crois que c'est ça le mot, Et ça a déstabilisée. été, j'ai participé à la réalisation d'une série documentaire sur un peu cette partie de ma vie qui s'appelle Le temps des cieux était fini, qui est produit par Barbara Olivier Zambrounis. Et en fait, quand ça a été diffusé, j'ai eu une camarade de lycée qui est venue et qui me dit, mais là, je comprends. Je lui ai dit, mais quoi, tu comprends? Elle m'a dit, je comprends pourquoi au lycée tu avais cette telle fougue-là, cette énergie, cette colère des fois en toi de pouvoir taper du poing sur la table. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que mes parents ont toujours été là. Ma maman, elle travaillait pas à un moment. Mon papa, il travaillait. Et mon papa m'a toujours demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit que je veux devenir infirmière. Et le dit, c'est de toi que je parle si tu m'écoutes. Et il m'a dit, OK, mais travaille pour le faire. Elle m'a dit, mais ça a été compliqué. Et là, je comprends pourquoi, parce que je me rends compte que même moi qui ai eu mes parents, ça a été extrêmement compliqué. Et que toi, tu as fait tout ce chemin-là toute seule. Tu as dû être un enfant, mais sans avoir le côté des parents pour te porter. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai pleuré parce que même si je connais mon histoire, je ne l'avais pas vue sous cet angle-là. Je crois que, non, probablement parce que c'est toi qui l'as vécu, l'histoire, mais je crois que nous toutes, en t'écoutant, qu'on soit mère ou pas, enfin, moi, ce que j'entends, enfin, je t'écoute et je vois juste, enfin, la petite fille qui s'est construite toute seule. C'est ça. J'ai une ado chez moi. Je sais à quel point, même quand on est sûr, qu'on gère, qu'on est quasiment adulte, qu'on est mûr, qu'on comprend, je sais à quel point. Parfois, on a juste besoin d'avoir son papa et sa maman. Et je me dis ça, je me dis, tu as tout traversé toute seule. Alors, j'ai plusieurs questions, Mina. Euh, Comment, alors que tu viens d'une enfance qu'on pourrait qualifier de chaotique, comment tu décides de fonder une famille et d'être mère de famille?
Euh, j'ai ça suffisamment tôt. La toute première pensée, je pense, et que je n'avais pas matérialisé à l'époque, mais maintenant je peux matérialiser, c'est que je pense que j'ai voulu construire ce foyer stable que je n'avais pas eu. Je pense que c'est de là. Ça a commencé et je l'ai fait très très tôt. Et je pense que j'ai eu besoin de ça. Ce que je mettais en premier avant que je mette en deuxième, c'était par amour. Ça a été par amour parce que le père de mes enfants est drépanocytaire. Euh, et, euh, et quand on s'est rencontrés, il m'a toujours dit avant de partir, je veux des enfants, en fait. Et à l'époque, c'est une maladie que je connaissais pas. J'ai vécu 10 ans avec, que je connais maintenant. Et, euh, et j'ai vu à quel point c'était terrible et foudroyant et qu'à tout moment, ça pouvait basculer. Et même si je me suis toujours promis que j'allais me réaliser de façon professionnelle, je lui ai offert ce cadeau. J'ai accepté par amour, très jeune. J'étais maman à 18 ans, en passant mon bac, de me dire, OK, on fait ça, mais on n'abandonne pas les études. Hmm. Ok. Je pense qu'on pourrait arrêter l'épisode là, en fait. Émotionnellement, c'est trop pour tout le monde, là. Ok. Euh, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme, comme étude et quelle est la voie professionnelle que tu as suivie? Alors, si je dis, je préfère dire le parcours et après dire les études parce qu'on aura l'impression que c'était linéaire alors que ça ne l'était pas du tout. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai voulu faire plein de choses. J'ai voulu être handballeuse professionnelle parce que j'ai fait du handball au niveau jusqu'à ce que je tombe enceinte, du coup. Euh, j'ai voulu être prof d'anglais très tôt. Mais il y a un truc qui m'obsédait quand j'étais petite, c'est que je voulais créer un magasin de chaussures parce que j'ai de grands pieds. Et que c'était une horreur de trouver des chaussures pour Tu as des de femmes grands pieds? Je sais pas, Oui, c'est vrai? oui, j'ai de grands pieds, je chausse du 44. Arrête Donc, à où, Amaï? J'ai pas vu oui. ça. Et je te Arrête jure, à où? toujours eu de grands pieds. Je crois que quand je suis sortie du CM1, 6e, je sais pas ce qui s'est passé, quoi là, j'ai fait 38-42 d'un coup. Euh, et du coup, j'ai toujours dit, je veux avoir un magasin de chaussures, je veux avoir un magasin de chaussures. J'ai toujours pas de magasin de chaussures, mais je l'aurai un jour. Et du coup, je pense que ça a commencé là. Et après, j'ai commencé à cheminer à d'autres business. Et je me suis dit, je ne sais pas ce que je veux faire véritablement, mais je sais que ça doit être de le côté entreprise, gérer d'entreprise, créer d'entreprise, je sais pas. Après, mon père a créé son entreprise dans le BTP, enfin dans le transport de matériaux BTP et dans le terrassement. Et de temps en temps, je l'aidais. Je l'aidais quand après mon bac. À un moment donné, j'ai décidé que je voulais être... Il y a eu quand même la voie du fonctionnariat dans ma tête à un moment donné. Je me suis dit, c'est là, sûr, ok, donc je vais être, tenez-vous bien, administratif territorial. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. J'allais te dire qu'est-ce que c'est. J'allais te dire, mais qu'est-ce que c'est comme boulot? Euh, je sais pas, c'est un truc. En tout cas, j'étais fonction publique A, catégorie A, et Et je c'était c'est tout ce que j'avais remarqué, en ça fait. que tu voulais. Donc, j'ai vu que pour passer le concours, il fallait aller en droit, et j'ai été en droit, et je suis restée 2 semaines. Je suis restée 2 semaines parce que c'était l'organisation du campus en Martinique, c'était horrible à cette époque-là. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais pas rester à la maison. Donc, j'ai été travailler avec mon papa, on l'aidait un peu à faire un peu d'administratif et tout ça. Euh, Après, j'ai eu ma fille et je continuais un peu à aider mon père. Et je me suis dit, ah, voilà, je vais aller dans la gestion d'entreprise. Donc, je vais faire un BTS assistant de gestion PMI-PME, ce qui me plaît plutôt bien. Dans ce diplôme-là, je fais un stage dans un magasin de carrelage où je fais de l'import-export à l'international. Au bout de 3 semaines, j'ai pu remplacer ma responsable parce que moi, j'apprends très, très vite. Donc, voilà, j'étais en train de négocier à remplir des bateaux en Espagne ou bien en Inde avec du carrelage ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant plus que l'administratif que je faisais pour mon papa.
en fait. Et, euh, et du coup, moi, j'ai une conviction, c'est que je pouvais aller au bout de mes études uniquement en restant en Martinique. Je voulais prouver qu'on n'était pas obligé de partir pour faire nos études. Donc, en fait, j'arrive au niveau de la licence et je veux rester toujours dans le même secteur. Donc, je fais une double licence. Une double licence en comptabilité, gestion, finance des entreprises, en fait. Donc, je me retrouve pendant un an à aller à l'opposé de l'île. Tous les matins, au transport, parce qu'en fait, j'habitais au sud, tout au sud, et le diplôme était juste au nord, et c'était en partenariat avec l'IAE de Poitiers. Donc, d'où le côté double licence. Donc, à ce moment-là, je fais des stages en cabinet d'expertise comptable. Je me rends bien compte que les histoires de finances d'entreprise là, même si j'ai des aptitudes, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, mais c'est-à-dire que je dis que moi, j'ai des capacités aussi. Demain, je vais devenir neurologue, je peux devenir neurologue. Mais est-ce que je vais kiffer? Pas forcément, en fait. Apprendre, c'est mon truc, mais j'aimais pas. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve bloquée parce que j'ai plus envie de continuer dans ça. J'ai ma licence, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je pars, justement, dans l'Hexagone. Et comme j'arrive presque major de ma promo dans tout ce qui était finance, comptabilité, tout ça, je me dis, bon, le fonctionnariat revient. Et je vais devenir prof de compta. Je pars euh, habiter pas loin de Toulon pour entrer justement dans ce diplôme-là et je vous jure de ce que je vous raconte. Et je crois qu'à l'époque, je suis encore le papa de mes enfants et il n'est pas au courant de ça. Je ne sais pas s'il est au courant de ça même aujourd'hui. J'arrive devant l'université et je n'y rentre pas. Je rentre pas dans l'université parce qu'elle est trop moche. Je me dis, mais mais je peux pas rester 2 ans là, c'est gris, c'est moche, je peux pas, je vais faire de la compta, ça doit être fun quand même le reste. Si même l'université est moche, je ne peux pas. Et je retourne chez moi et, euh, et du coup, je remets une sorte de licence en alternance, en assistant de manager, non pas manager, c'était un peu dans la grande distribution, donc je fais quelques mois où je travaille un peu en alternance dans la grande distribution. Et au final, parce que moi, mon problème, c'est qu'on m'a toujours demandé de me spécialiser dans un domaine. Et en fait, quand tu veux travailler dans le domaine de l'entreprise à cette époque, c'était de la comptabilité finance. Or, moi, je suis une polyvalente, je suis bonne partout, en fait. Donc, ça me frustrait et c'était soit on allait en compta, soit tu allais en commercial et tout ça. Et là, je fais des recherches et je trouve un master en entrepreneuriat à Montpellier où justement il y a tout en fait. Et je me dis, ben, ouais, je crois que c'est ce que je vais faire en accompagnement entrepreneurial. Et là, je m'inscris l'année d'après, je fais un master en entrepreneuriat et management de projet avec un parcours accompagnement entrepreneurial. Voilà le parcours. C'est dingue. Et donc, une fois que tu fais ça, comment tu en arrives au moment où tu veux accompagner des gens ou des entreprises? Comment tu fais la bascule? Alors, je commence mes premiers stages, je vais en vacances en Martinique et je retourne jamais. Bon, moi, c'est des trucs comme ça. Je pars en vacances et au final, je retourne pas parce que je me fais embaucher par une structure ou un cabinet de conseil où justement, je fais de l'accompagnement, mais plus on est sur du côté financier, montage de dossiers, de subventions, de demande de financement régional et européenne et tout ça. Donc, je fais ça pendant normalement en CDI, mais au bout de 4 mois, je m'ennuie. Au bout de 4 mois, ça m'ennuie. Donc, je veux partir parce que c'est un petit cabinet et au final, je me retrouve rapidement à la tête au bout de 4 mois du cabinet. Et, et du coup, moi, je suis quelqu'un qui, à cette époque-là, et encore un peu maintenant, je vais très vite et ça va pas suffisamment vite à mon goût. Donc, je pars, je démissionne, je vais travailler pour une entreprise où le challenge, c'est de devenir numéro 1 de la clim des Antilles-Guyane. En fait, moi, c'est ce qui m'a plu, en fait, c'est le challenge. Et en fait, au bout de 3 jours, je sais que bon, c'est pas du tout ce qu'on m'a promis. L'histoire d'être au téléphone, de faire la secrétaire, c'est pas mon truc. Donc, le challenge, je me dis, bon, peut-être que ça va évoluer. Et au bout de 8 jours, je démissionne. Parce que je peux pas.
Et là, j'ai un ancien client qui vient. Là, je me suis dit, bon, c'est bon, je monte mon entreprise, je vais accompagner. Et un ancien client qui vient et qui me donne un autre challenge, c'est qu'il est à la tête d'un groupe de BTP, de 4 entreprises du BTP, d'une centaine de salariés, et il y a une structure qui est en difficulté financière, et il me dit, il y a que toi qui peux m'aider à arranger ça. Et donc, je n'y connais rien au BTP. Je connais absolument rien au BTP et j'y vais et je me tape les réunions de chantier, je vais un peu partout pour comprendre c'est quoi le problème, pourquoi on perd de l'argent parce qu'il y a 2 millions d'euros de dettes publiques, c'est quoi le problème. Et donc je remets tout ça en place pendant une année où je redresse un peu l'entreprise, je remets les trucs carrés et tout ça. Au final, ça finit tellement lourd parce qu'en parallèle, j'ai une activité de pâtisserie, de cake design et et je suis fatiguée, je finis, je pense, en burn-out. Et je me dis, bon, je me fâche avec le dirigeant à l'époque parce que, en fait, tout ce que je mets en place, eh il vient défaire derrière et ça me fatigue. Et donc, je pars. Aujourd'hui, on va très bien, on se parle, mais je pars et c'est là où je commence à me dire, bon, là, je vais accompagner des entrepreneurs parce que je pense que j'ai le bagage pour le faire depuis. Et je commence comme ça. Voilà. À ce moment-là, tu as quel âge? Oh, on est en 2019 à ce moment-là. Ça fait, je crois que j'ai 25, 26 ans. D'accord. Ok. C'est marrant parce que quand on t'écoute, on a le sentiment que tu as essayé d'échapper par tous les moyens à cette espèce de mission, d'accompagnement. Tu as vraiment fait de ton mieux. Tu as tenté d'être fonctionnaire, tu as tenté d'être assistant, tu as tenté d'être secrétaire, tu as tenté d'accompagner dans le cadre de structure, tu as fait de la finance alors que ça te plaisait pas et tout te ramène au même point. C'est assez inspirant parce que j'espère que ça va inciter celles qui t'écoutent à se dire que parfois on rivalise d'imagination et de créativité pour échapper à quelque chose, probablement parce que ce petit quelque chose éveille un soupçon de vulnérabilité ou de doute ou d'incertitude chez nous, mais que finalement, ben, ça qui la roue de l'eau pas cachaille. C'est Au ça, on retrouve fini, son doigt. tout le monde meurt au pied de la croix. Ma mère dit tout le temps ça, on meurt au pied de la croix de toute façon. OK. Alors, du coup, quand on t'écoute, Mina, on se rend compte hein, de la force de caractère incroyable que tu as. On a aussi le sentiment en t'écoutant que très jeune, tu as été convaincu d'avoir toutes les qualités requises pour avoir le type de succès que tu voulais, pour mener le type de vie que tu voulais. On a aussi le sentiment que tu es hyper clairvoyante. Tu refuses des opportunités, tu démissionnes, tu ne vas pas à tel endroit, toujours en croyant à la perspective de quelque chose de plus grand et de meilleur pour toi. Du coup, je m'interroge. Tu as été un nana impérial. Pourquoi une personne comme toi se fait coacher? Pourquoi? Alors, d'abord, j'ai des frissons quand tu dis ça parce que même si ça me fait réaliser encore, oui, j'ai été à Nana Impérial pendant longtemps et je pense, peu importe au niveau où on est, on peut toujours apprendre des autres et il y a toujours quelqu'un qui a un niveau supérieur. Euh, Même si j'ai cette détermination, je pense que j'ai toujours été au culot, à l'audace et pas forcément, on va dire, aux règles, à chaque étape. Et peut-être que en allant au culot, à l'audace, il y a des choses que j'ai manquées et que j'ai besoin d'apprendre de d'autres personnes qui peut-être ont été au culot et qui se sont rendus compte après ou qui ont eu ces étapes. Je pense qu'on peut toujours apprendre des autres, peu importe le niveau qu'on est, on peut toujours apprendre et puis on peut toujours s'améliorer. On peut toujours s'améliorer. Et c'est pour ça que pour moi, c'est indispensable de pouvoir s'entourer de personnes qui sont dans cette même énergie-là. Parce qu'au bout d'un moment, même si on est convaincu de ça et qu'on se retrouve seul, on finit par ne plus y croire, on finit par être fatigué, on finit par douter, en fait. Même si extérieurement, quand je vous dis ça, on voit tout ça, mais il y a tous les doutes, toutes les fois où je pleurais, toutes les fois où je me dis, voilà, où je doutais, je prends le cas quand j'arrive, et ça c'est un truc dont je parle, quand j'arrive dans l'Hexagone pour faire mes études, je suis terrifiée parce que ce avec quoi on a grandi aux Antilles, c'est que les Antillais sont moins intelligents que les élèves, les étudiants de l'Hexagone.
D'accord? Et je suis persuadée que je serai nulle et que je n'y arriverai pas. Et je finis major de ma promo en master. J'avais 2 enfants. Je me suis séparée entre-temps du père de mes enfants, donc j'étais seule. Et ça m'a pas empêché de finir major de promo. Ça m'a pas empêché que mes collègues étudiants venaient chez moi pour étudier, pour que je leur explique les cours. Donc, même si on sait qu'à un moment donné on a ce pouvoir en nous, ça ne nous empêche pas de douter. Dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses que je voudrais souligner. La première chose qui est pour moi la plus importante, hein, c'est quel que soit ce que je pense de moi, il y a des moments où je doute. C'est normal. Douter, c'est normal. Avoir peur, c'est normal. Chaque fois qu'on va débloquer quelque chose qui est inconnu, chaque fois qu'on va essayer d'accéder à quelque chose de différent, c'est normal d'avoir peur. La deuxième chose, c'est que tu dis à un moment, quand on est seul, on finit par douter. Et quand tu dis ça, tu mets le doigt sur le côté grégaire et le côté social de l'homme. L'homme est un animal social. Même si on est un introverti, même si on est un timide, même si on n'a pas besoin de beaucoup d'interactions, je me range dans cette catégorie-là. Donc, il n'y a pas de, je jette pas l'opprobre sur qui que ce soit, mais même comme ça, en fait, l'homme étant un animal social, quand l'homme en arrive à un trop grand degré de solitude, eh bien, même ses certitudes les plus profondes sont ébranlées par manque, en fait, d'écho et de répondants. Ça a fait tilt. Quand tu as dit ça, je me suis dit, waouh, il faut que je leur rappelle, en fait, que l'homme se construit par rapport dans le groupe, avec le groupe. J'adore ça. Mina, je me rappelle, il y a un moment déjà, je pense que c'était il y a 4 ans, peut-être qu'il y a 5 ans, je sais plus. Je t'ai rencontré lors d'un séminaire en Martinique. Tu avais travaillé sur ton vision board, sur ta vision, etc. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Alors, je me rappelle très bien, avant de répondre à ta question, cette date, je crois que c'était le 26 juillet 2020 ou le 17 juillet 2020. Je me C'était dirais, en le tout cas, c'est 26, juillet. c'est ça, ouais. Non, tu as raison, c'était le 16 parce que c'était C'est- peu de temps après le 14 juillet. Tu as tout à fait raison. Voilà. Alors, pour moi, cette date est importante, mais si c'est pas la question que tu m'as posée, parce que j'en parle, j'en ai parlé plusieurs fois avant. Euh, Ce jour-là, tu as changé ma vie, ce jour-là, en fait. Ce jour-là, euh, j'ai observé, chaque fois que je revois, j'en ai les larmes aux yeux, je me revois toute la journée et je me rappelle ce moment où tu dis, si vous voulez que je signe vos carnets, déposez-les-moi. Et en fait, tu signes le carnet de tout le monde, toute la journée, sauf le mien. Non, Sauf le mien. C'est-à-dire que chaque fois que je viens vous le récupérer, tu dis non, non, j'ai pas encore fini. Et moi, je me dis, bon, ok. Et à la fin, vraiment à la fin, tu me le remets et tu me dis de le lire à la maison. Et quand je le lis à la maison, je m'effondre parce que en m'observant, et je pense que tu ne l'avais pas rempli parce que tu avais besoin de m'observer. Et en m'observant juste une journée, tu as mis le doigt sur le problème de toute ma vie, en fait. Et euh, tu as écrit une phrase, tu m'as dit, donne-toi à toi-même ce que tu aurais aimé recevoir, en fait. Et ce carnet, il me suit partout. J'y vais comme à Madagascar. Ce carnet, il est partout. Il est partout, il est toujours là. Et c'est clairement ça. c'est J'ai fou. passé ma vie à donner. Complètement oublier ça, je sais pas. C'est normal, parce que t'as d'autres personnes. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et ce jour-là, je me suis mise dans une énergie et j'ai replanifié, j'ai refait, j'ai réécrit les chiffres. Je me rappelle encore, je me suis dit, dans 3 mois, j'ai généré 15 000 euros. Je me rappelle. Et 3 mois plus tard, j'avais généré 21 000 euros, en fait. Et de ce vision board-là, maintenant, je crois que j'ai déjà dépassé même ce qui était marqué sur le vision board entre temps parce que j'ai fait des choses extraordinaires. Euh,
J'ai depuis coaché plus de 1600 personnes. J'ai généré plus de demi-million d'euros. J'ai créé des événements où il y avait un succès, que ce soit en physique ou en ligne, ou même en ligne, on avait plus de 8000 participants. J'ai été chercher des personnes que je ne connaissais pas et que je pensais qu'ils ne m'auraient jamais répondu, tels que Olivier Larocher qui a fondé Trace, tel que Moana, lui, qui a travaillé au magazine Essence, tel que Felicia Ross, tel que Aben Africa, plein de personnes, en fait, euh, que jamais la petite fille, et moi je dis tout le temps, quand je me rappelle de moi, je dis la petite fille qui se réveille à 2 heures du matin pour aller voler de l'eau dans la cage d'escalier avec les rats, n'aurait espéré faire, en fait. Donc, Wow. et là où pour moi, ça vient rajouter encore plus euh, de choses, c'est quand je viens à Toronto encore. C'est-à-dire que encore moins cette petite fille se dit, waouh, venir vivre des expériences comme ça, aux côtés de personnes extraordinaires comme ça. That's amazing, you know? Amazing. That's amazing. Wow, wow, wow. Si tu devais donner un conseil à la Mina d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? La Minette d'il y a 10 ans. Je vais te resituer où elle était. Pour voir quel conseil je lui donnerais. Euh, je pense que je lui donnerais exactement le même conseil que tu m'as donné il y a 4 ans. Donne-toi à toi-même tout ce que tu aurais aimé recevoir. Et je pense que c'est l'histoire de la vie de tous. C'est qu'on attend de remplir ce qui nous manque. On attend que ce soit l'extérieur qui le remplisse. Alors que c'est notre mission. C'est à nous-mêmes de le faire. Et qu'en fait, quand à l'intérieur ça va pas bien, il y a que des éléments intérieurs qui peuvent arranger les choses. Il y a personne d'autre à l'extérieur qui peut venir remplir ça. Et je sais que c'est un travail que j'ai fait, mais que j'expérimente à un autre niveau encore aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ma vision du succès, elle prend cette vision 360 et de me dire que tu embrasses une nouvelle ère de ta vie où tu vas prendre le temps de vivre parce que jusque-là, tu vivais pas. Jusque-là, tu essaies de combler tous ces manques-là que tu n'avais pas étant petit. Maintenant, on va vivre, on va commencer à vivre, on va prendre plaisir à vivre et à s'amuser et ça va être fun et ça sera simple. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. C'est exactement l'âge où il faut commencer à vivre, Mina. C'est moi, franchement, si tu me demandais à quel âge il faut commencer à vivre, je te dirais 31 ans. Donc, pile, tu es pile au bon moment. C'est absolument parfait. Tu sais que 31 ans, 31 ans précisément, hein, c'est l'âge où il y a les premières vagues de séparation, de démission, etc. Parce que c'est le moment où tous les jalons que la société nous a proposés, ben, on les a tous remplis et c'est le moment où on est là face à soi et on se dit, OK, maintenant, what's next? Euh, et donc, bon, tu es dans la plaque. Euh, Mina, dans 5 ans, tu seras où? Dans 5 ans, dans 5 ans, je sais exactement la vie que je veux. Avant 5 ans, donc je peux dire où je serai dans 5 ans. Dans 5 ans, je serai chez moi, dans mon chez moi, dans ma grande maison. Je veux une maison grande avec des vitres. Je veux 2 maisons chez moi. Une maison où je peux me remettre à la campagne, que j'adore la verdure, et une maison en plein downtown, you know, euh, parce que j'adore ça, j'adore ces choses-là. Dans 5 ans, je serai en paix, je vais prendre plaisir à être là pour mes enfants, parce que mes enfants ont 12 ans et 13 ans cette année. Ils vont, je veux pouvoir les suivre dans leurs rêves, émotionnellement, financièrement, physiquement. Je veux pouvoir avoir créé plusieurs activités qui me permettent de bien vivre juste, enfin de travailler juste 4 heures par jour. Je veux pas travailler plus. J'ai décidé d'accepter que
j'ai pas besoin de faire plus. Voilà. J'ai envie d'avoir ce temps-là pour moi, pour lire, pour vivre véritablement, pour voyager, pour rigoler et être entouré de personnes que j'aime. Voilà. Dans 5 ans, je sais que j'aurais déjà créé. Moi, je sais que l'une des missions de ma vie, c'est de pouvoir créer cet avenir plus simple pour mes enfants, mais pour toute ma génération à venir. Et je m'attellerai à construire ça, en fait. Waouh, vraiment, merci beaucoup. On va passer 1 heure en ta compagnie, 1 heure absolument exquise. On n'avait pas prévu hein, quand même toutes les larmes du début. Et la prochaine fois que je demanderai à quelqu'un, est-ce qu'il y a des sujets que tu veux pas aborder? Je vais être plus précise en fait. Je vais dire, excuse-moi, tu peux me donner un outline de ce que tu vas me répondre? Comme ça, je saurai. Moi-même, je ne serai pas émotionnellement ébranlée. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ton authenticité. Merci pour toutes les barrières que tu auras très certainement fait sauter chez celles qui t'écoutent parce que je pense que tu le réalises pas, mais tu as dû rendre accessible le succès pour plein de femmes qui jusqu'ici s'auto-condamnaient. Merci pour ça. Je te remercie à toi de m'avoir invité, d'avoir eu cet échange très riche et profond et je suis complètement honorée de pouvoir faire ça chez ces femmes, pardon, parce que moi, je me dis, plus je prends le temps à m'embrasser comme je suis et à embrasser mon essence, si ça permet aux autres d'embrasser le leur et de leur dire, it's possible, j'aurais tout gagné, you know? C'est possible à partir du moment où tu y crois et que tu te donnes les moyens d'y arriver. Tout est possible. Merci beaucoup, merci de tout mon cœur. À bientôt. Mesdames, laissez-nous une revue sous cet épisode ou au sujet de cet épisode. Ça change vraiment les choses pour nous. On lit les revues. Donnez-nous une note. Mettez la note au niveau d'émotion que Mina vous a permis de ressentir. On vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.